Good morning again. Le juge président, eh bien, bonjour à nouveau. Monsieur MacDonald, vous avez la parole. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Donc, je viens de consulter mes collègues et nous avons décidé que cette photo, nous n'allons pas la montrer maintenant, nous la montrerons pendant le procès. Mais ce que je vais faire par contre, c'est citer un extrait de la déclaration de cette mère. Il y avait des blessés et des morts partout, ainsi que des gens du quartier qui étaient venus regarder. J'ai regardé autour de moi dans l'espoir de voir mon fils. Malgré mes blessures, je me suis redressé pour le chercher. Quand je l'ai aperçu, j'ai vu que son nez avait été coupé et une balle est entrée dans sa tête. Un peu de cervelle en sortait. Il était au milieu des cadavres d'autres gens. À ce moment-là, il a eu le temps de dire « Maman » et il est mort. At least one more. Il y a au moins une autre personne qui est morte à cet endroit et nombreux furent les blessés. Madame, messieurs les juges, ces victimes innocentes étaient des civils qui vaquaient à leurs occupations normales. Elles ont été ciblées, ces victimes, parce qu'elles vivaient à Abobo et que, par conséquent, elles étaient identifiées par M. Gbagbo et son entourage immédiat comme l'ennemi, comme des sympathisants. Ils étaient perçus comme des sympathisants de M. Ouattara. Comment est-ce que M. Gbagbo et des membres de son entourage immédiat ont réagi? Le 18 mars, à la RTI, le porte-parole du gouvernement a lu un communiqué définitif dans lequel l'événement était complètement ignoré, mais en plus, l'accent a été mis sur les pertes au sein des rangs des FDS et appelé les Ivoiriens, et je cite, « et une plus grande collaboration entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité afin que toutes les présences suspectes dans notre environnement soient neutralisées. » Le 22 mars, le porte-parole du gouvernement à la RTI a nié les crimes et a accusé les médias internationaux d'inventer de fausses informations. Il a même fait valoir ou avancé que le gouvernement avait donné l'ordre qu'une enquête soit diligentée et n'avait pas trouvé d'éléments de preuve de destruction provoquée par des tirs de mortier et qu'il n'avait pas non plus été trouvé de victimes de l'attaque. Donc, ils ont mené une enquête et ils n'ont rien trouvé. Le procureur vous montrera des éléments de preuve qui démontreront que ce jour-là, et que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore voir de façon très visible des impacts d'éclats d'obus sur les murs du marché de Siaka Kone et à Abobo SOS. Toutes les victimes qui ont survécu continuent à souffrir des cicatrices physiques de leurs blessures et nous allons vous présenter ces éléments de preuve. L'accusation prouvera qu'en ouvrant le feu par un tir de mortier sur un quartier à forte densité démographique et sachant que les mortiers, par définition, excluent toute discrimination des cibles, eh bien, les FDS cherchaient à tuer des civils à Abobo, c'est une évidence. Revenons au message de M. Parole s'est prévalu le 18 mars, lançant un appel à une plus grande collaboration entre les Ivoiriens et les FDS, ainsi que toute
présence suspecte dans notre environnement puisse être neutralisée. Fin de citation. Vous vous souviendrez que Blé Godet avait adressé à peu près le même message les 24 et 25 février en proposant l'installation des barrages routiers et que des soi-disant supporters de Ouattara soient brûlés vifs en toute impunité et avec la complicité de surcroît des FDS. C'était le message à l'époque, et cette fois-ci, c'était le même message par le président lui-même, M. Gbagbo, qui lançait un appel à ses partisans, et y compris les jeunes, pour qu'ils agissent. Une fois de plus, Blé Godet était sur la ligne de front de cette stratégie de l'entourage immédiat. Le 19 mars 2011, il a rassemblé des milliers de jeunes et leur a appelé les a invités à s'enrôler dans l'armée afin que Gbagbo puisse rester au pouvoir. Blé Godet a pris la parole et un maître de cérémonie dans la foule a crié qu'il fallait libérer la Côte d'Ivoire de cette vermine, et ce, une fois pour toutes. Ce sont des paroles qui furent accueillies par des acclamations. C'était la foule qui acclamait. Devant l'estrade où était Blé Godet. Et Blé Godet, une fois qu'il est monté sur l'estrade, il a déclaré à la foule qu'à Abobo, les partisans de Gbagbo avaient été torturés, que leur gorge avait été tranchée par les hommes de Ouattara. C'est, disait-il, ce qui prouvait qu'ils n'étaient pas des Ivoiriens. Quand vous tranchez la gorge de quelqu'un, ça ne fait pas partie de notre culture. Alors on dit, vous n'êtes pas d'ici, parce que ce que vous faites montre que vous n'êtes pas d'ici. Le 21 mars 2011, suite à l'appel de Blé Godet, des milliers de jeunes pro-Gbagbo se sont retrouvés devant les casernes militaires à Abidjan pour s'enrôler dans l'armée. Et quand on voit les éléments de preuve dans les semaines qui ont suivi, il n'y a pas vraiment eu d'enrôlement. Mais par contre, les forces pro-Gbagbo et tous ces jeunes pro-Gbagbo ont reçu des armes à feu, et ont coopéré avec la milice, les militaires, les mercenaires, les troupes FDS. Et les officiers de la FDS ont organisé la distribution de ces armes de manière parallèle. C'est ce qui a d'ailleurs contribué à une poussée de violence par ces jeunes pro-Gbagbo dans les semaines qui ont suivi. Le 26 mars 2011, M. Blé Godet a organisé son dernier grand rassemblement. C'était place de la République, en lançant un appel aux jeunes pour qu'ils restent dans les rues. Et d'ailleurs, il y a des images, un enregistrement qui a été pris alors qu'il se rendait à ce rassemblement. Et on va vous en montrer un petit exemple et un petit extrait qui, une fois de plus, sera l'illustration de l'état d'esprit de l'accusé et sa pleine conscience du pouvoir et de l'influence qu'il avait sur ces jeunes. Et vous constaterez, je vous invite à le noter, qu'il parle des effets collatéraux. Les événements qui ont suivi illustrent que les efforts concertés par l'entourage immédiat pour donner à ces jeunes des armes étaient en fait l'expression d'une toute dernière tentative pour rester accrochés au pouvoir. Le 31 mars, les forces nouvelles, qui entre-temps en fait avaient été rebaptisées par M. Ouattara comme les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qu'on connaît plus souvent sous l'acronyme FRCI, ces forces étaient venues du nord vers Abidjan, à pied. Et la bataille qui s'en est suivie est celle que l'on a baptisée la bataille d'Abidjan. À partir de ce moment-là, des rumeurs avançaient que Blé Godet avait pris la fuite pour le Ghana. Et M. Gbagbo, entre-temps, s'était réfugié dans sa résidence. À 3 occasions au moins, en avril 2011,
La RTI a lancé les vidéos et les messages de Blé Goudet sur antenne, encourageant les supporters et les partisans, en prétendant qu'il n'avait pas quitté le pays, mais qu'il était là où il devait être. Il encourageait les jeunes patriotes à renforcer les barrages routiers et à continuer à lutter à côté des FDS. Et en fait, dans les quelques jours qui ont précédé l'arrestation de M. Gbagbo, les autres membres de l'entourage immédiat et les membres des forces pro-Gbagbo ont utilisé la RTI pour que celle-ci relaye leurs instructions et leurs messages. Ils ont demandé à tous ceux qui étaient en mesure de le faire, même les civils, à se rendre auprès de M. Gbagbo dans sa résidence afin de servir de bouclier humain autour de cette résidence. Et d'ailleurs, les forces qui défendaient Gbagbo à l'époque et sa résidence étaient des milices et des mercenaires. Le 9 avril 2011, M. Gbagbo est dans sa résidence présidentielle et tous les membres qui étaient avec lui, de son entourage immédiat, ont émis un communiqué. Et je lis ici un extrait de ce message où M. Gbagbo exprime toute sa sympathie pour les souffrances subies du fait de Ouattara et de ses terroristes, et invitant les forces pro-Gbagbo à continuer le combat. Donc tout était prêt pour que les événements continuent à se dérouler tels que je vais vous l'expliquer. Le 11 avril, après le bombardement du palais présidentiel, les FRCI ont arrêté M. Gbagbo et les autres membres de son entourage immédiat qui avaient trouvé refuge dans son bunker souterrain. Quand on a répandu la nouvelle de l'arrestation de M. Gbagbo, les crimes ne se sont pas arrêtés pour autant. Le plan commun a continué. Les forces loyales à M. Gbagbo ont continué leur combat dans la commune de Yopungo. Yopungo, que nous voyons ici à l'écran, qui était une place forte. Ils ont aussi attaqué les autres communes perçues comme étant plutôt partisanes de Ouattara, Mami Faté par exemple. Et les attaques se fondaient sur des motifs nationaux, religieux, politiques et ethniques. Encore une fois, ceux qui habitaient ces quartiers-là étaient de l'ethnie Dioula, des gens du Nord. Et les forces pro-Gbagbo ont attaqué les civils qui étaient en rue. C'était aussi les jeunes pro-Gbagbo, les milices, les mercenaires. Ils les attaquaient à la machette ou à la kalachnikov pour des motifs parce qu'ils étaient dioula ou tout simplement des gens du Nord, ou ils étaient simplement perçus comme des pro-Ouattara. À Mami Faté, on a identifié par exemple le cadavre de 18 hommes qui ont été identifiés parce qu'ils étaient de l'ethnie dioula. Et ils provenaient tous de Mami Faté. Et le 12 avril, on entendait les milices pro-Gbagbo répéter qu'ils allaient tuer tous les dioula qui trouvaient ce jour-là. Et on les voyait perpétrer ces crimes. Des femmes ont été violées. Parfois, c'était des viols collectifs. Et dans le quartier de Mami Faté, le témoin P185, qui à l'époque était mineur, a été violé par deux hommes pro-Gbagbo qui sont rentrés dans sa maison. Ces hommes ont emmené son père avec deux autres hommes en annonçant qu'il allait le tuer. P185 n'a plus jamais revu son père. Et elle dit que les auteurs étaient prêts à tous les tuer. Et d'ailleurs, en français, il disait « C'est notre pays que vous voulez prendre ». D'autres femmes ont été violées devant leurs enfants. Ce jour-là, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 62 personnes, majoritairement des hommes, si pas uniquement, et violé au moins 8 femmes et blessé au moins 2 femmes. Et ça,
Ce sont des chiffres que j'avance, mais qui sont prudents. Et à l'écran, vous pouvez voir une image satellite de la mosquée de Lem à Doucouré. Et juste à côté, il y a une fosse commune où ont été enterrées les victimes de cette attaque. Quelques secondes. En fait, nous allons maintenant vous présenter des images vidéo de l'enterrement des cadavres dans cette fosse commune. Des images qui ont été filmées le 14 avril 2011. Vous verrez les cadavres recouverts de draps enrobés et qui sont placés dans cette fosse commune. Il y a au moins 34 cadavres. Oui, aïe. Même pas giga, même si c'est méga. Il y a espace à peu près. These crimes committed on 12th of April Ces crimes commis le 12 avril n'étaient pas des actes isolés. Ces crimes sont le résultat des incitations à la haine et à la violence qui existaient depuis le début de la crise. Et c'est aussi le résultat d'avoir armé et financé les jeunes pro-Gbagbo, les milices et les mercenaires qui restaient loyaux à Gbagbo. Ces crimes étaient la continuation de la mise en œuvre du plan commun qui avait été conçu et développé, mis au point par les deux accusés. Je vais maintenant arriver à la dernière partie de cette présentation sur les actes et les omissions de messieurs Gbagbo et Blégoudé, et invoquant ainsi leur responsabilité pénale pour ces crimes tels que repris dans les charges et en application des modes de responsabilité compris aux articles 25 et 28 du statut. Madame et messieurs les juges, le droit qui s'applique en l'occurrence sur les modes de responsabilité compris dans la décision confirmant les charges ont été également présentés dans ce mémoire préalable présenté par le procureur. Je vais d'abord me pencher sur la responsabilité de l'accusé, M. Laurent Gbagbo. Il est individuellement responsable des crimes dont il est inculpé en application de l'article 25.3 A, B et D et article 28. Ces modes de responsabilité, en fait, peuvent être considérés comme cumulatifs et s'additionnant les uns aux autres, puisque pour nous, M. Gbagbo est responsable de chacun de ces modes. Il n'y a pas de hiérarchie, certes, entre ces modes. Ceci étant, je vais malgré tout commencer par le mode de responsabilité qui embrasse le mieux l'implication de M. Gbagbo. Il s'agit ici de l'application de l'article 25.3a. Comme vous l'avez entendu, Mesdames, Messieurs les juges, il y avait un plan commun qui était partagé par les membres de l'entourage immédiat et les deux accusés. Le plan commun cherchait à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir par tous les moyens possibles, et en ce compris l'utilisation de la violence et la commission des crimes allégués. Et le 27 novembre 2010, ce plan est devenu aussi une politique d'État avec des attaques systématiques et étendues contre toute personne qui était perçue comme partisane de Ouattara. Afin de mettre en œuvre ce plan commun, Gbagbo ainsi que les autres membres de l'entourage immédiat ont utilisé une certaine structure organisée pour imposer leur pouvoir, composée des forces de pro-Gbagbo qui comprennent les FDS, les jeunes pro-Gbagbo, les milices et les mercenaires. Et Gbagbo a eu l'occasion d'exercer son autorité sur ces forces pro-Gbagbo, et ce par une chaîne de commandement officielle et une autre informelle. Quand je parle de cette chaîne de commandement informelle, je parle ici d'une structure parallèle dont je vous ai parlé précédemment. Et du fait de cette structure, les forces de M. Gbagbo, sous son autorité, ont exécuté le plan et M. Gbagbo avait donc été capable
de les faire agir. Alors, il y a 4 catégories ici de crimes que l'on peut retrouver. D'abord, M. Gbagbo a conçu et adopté le plan commun en s'assurant que son souhait de rester au pouvoir était très clairement énoncé. On gagne ou on gagne, entre guillemets. Et ça, c'est un des exemples de ses intentions. Ensuite, deuxièmement, M. Gbagbo a établi une structure militaire qui lui était loyale grâce à la promotion des officiers militaires juste la veille des élections, en désignant et en nommant les membres de son groupe ethnique ou à des postes clés dans l'armée et particulièrement en concentrant les armes et l'équipement dans certaines unités militaires. Troisièmement, grâce à ses réunions régulières et ses briefings et ses instructions et les ordres donnés à ses subordonnés, il a coordonné. Quatrièmement, il a donné un appui à la milice et aux jeunes en leur donnant la formation, les armes et les moyens financiers. Significantly different way. Il est clair que sans la contribution de Gbagbo, les crimes n'auraient pas été commis ou auraient été commis de façon très différente. Les dépositions montreront que M. Gbagbo avait pour objectif de rester au pouvoir par tous les moyens et a agi de manière intentionnelle et était conscient du fait que des crimes se produiraient dans le cours normal des événements. En outre, M. Gbagbo était parfaitement conscient qu'en mettant en œuvre le plan commun, celui-ci contribuerait et résulterait en violence qui aboutirait à des crimes, ce qui nous intéresse ici aujourd'hui. Pour ce qui est des ordres, M. Laurent Gbagbo peut être également tenu pour responsable d'avoir donné des ordres. Les mêmes circonstances factuelles décrites ci-dessus peuvent s'appliquer dans ce mode de responsabilité, car cela implique que la personne qui donne des ordres occupe un poste de responsabilité ou d'exercer une autorité, et soit commandant en chef ou président, et également un acte positif sous forme d'instruction donnée et la conscience que ces crimes peuvent être commis et que des crimes peuvent être commis dans le cours normal des événements. Donc, le mémoire préliminaire de l'accusation montre également de cela. Agir dans un but commun. Mesdames, Messieurs les juges, M. Gbagbo est également responsable dans le cadre de l'article 25.3d pour avoir contribué à la commission des crimes qui nous intéressent et avoir permis à ce que ces crimes qui nous intéressent soient commis par un groupe de personnes agissant dans un objectif commun. Et nous faisons la référence encore aux mémoires préliminaires concernant les modes de responsabilité. Très brièvement, pour ce qui est de la responsabilité du commandement, M. Gbagbo peut également être tenu responsable des crimes commis par ses subalternes, conformément à l'article 28. Comme l'a noté la Chambre préliminaire dans la décision de confirmation des charges, le narratif des faits concernant la responsabilité pénale de M. Gbagbo, M. Gbagbo peut être au minimum au moins tenu responsable du fait qu'il n'a pas empêché, réprimé ou puni les crimes commis par ses subalternes. Non seulement il était commandant en chef de jure des forces armées, mais il était également de facto celui qui avait le contrôle sur les FDS. Le système de rapport qui fonctionnait et qui était en place signifiait qu'en tant que président de la République, il était informé au quotidien de la situation sur le terrain. Et enfin, il n'a pas mis en place toutes les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher les crimes. Et dans le cas des incidents du 16 décembre, du 3 mars et du 17 mars, il n'a pas mis en place les mesures nécessaires pour enquêter et punir les auteurs de ces crimes. Bien au contraire, les dépositions montreront que M. Laurent Gbagbo a essayé de dissimuler ces crimes. M. Blé-Goudet, dans une décision de confirmation, il y a eu 4 charges qui ont été confirmées dans le cadre de l'article 25.3, c'est-à-dire les paragraphes A, B, C et D. Commençant par l'article 25.3a, la Chambre préliminaire a confirmé que M. Blé-Goudet pouvait être tenu responsable des crimes de meurtre, de viol et d'autres actes inhumains et de persécution commis dans le contexte de 2 sur 5 incidents, notamment les événements du 25 au 28 février à Yopougon et également des événements du 12 avril qui se sont également déroulés à Yopougon. J'ai déjà souligné
le plan commun qui avait pour objectif de maintenir M. Laurent Gbagbo au pouvoir. Donc nous n'allons pas y revenir. Mais concernant M. Blé Goudet, ce contrôle particulier, et c'est là que c'est important, s'exerçait sur la jeunesse pro-Gbagbo. Et ceci est démontré très clairement par le recrutement des jeunes dans les FDS, ainsi que le recrutement, la formation et le financement par lui de milices et de mercenaires. Cela concerne également ses ordres et le fait qu'il leur demande d'attendre et d'être prêts. Mais la contribution de M. Blé Goudet au plan commun était essentielle. Et ce, de la façon suivante. Il exerçait l'autorité, contrôlait et influençait les jeunes et les mobilisait pour commettre des actes de violence. Il exerçait une influence sur les forces armées, en tous les cas au sein de la structure parallèle, à travers ses discours et ses échanges avec des membres importants des FDS. Good morning again. Le juge président, eh bien, bonjour à nouveau. Monsieur MacDonald, vous avez la parole. Monsieur MacDonald, merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs les juges. Donc, je viens de consulter mes collègues et nous avons décidé que cette photo, nous n'allons pas la montrer maintenant, nous la montrerons pendant le procès. Mais ce que je vais faire par contre, c'est citer un extrait de la déclaration de cette mère. Il y avait des blessés et des morts partout, ainsi que des gens du quartier qui étaient venus regarder. J'ai regardé autour de moi dans l'espoir de voir mon fils. Malgré mes blessures, je me suis redressé pour le chercher. Quand je l'ai aperçu, j'ai vu que son nez avait été coupé et une balle est entrée dans sa tête. Un peu de cervelle en sortait. Il était au milieu des cadavres d'autres gens. À ce moment-là, il a eu le temps de dire « Maman » et il est mort. At least one more. Il y a au moins une autre personne qui est morte à cet endroit et nombreux furent les blessés. Madame, Messieurs les juges, ces victimes innocentes étaient des civils qui vaquaient à leurs occupations normales. Elles ont été ciblées, ces victimes, parce qu'elles vivaient à Abobo et que, par conséquent, elles étaient identifiées par M. Gbagbo et son entourage immédiat comme l'ennemi, comme des sympathisants. Ils étaient perçus comme des sympathisants de M. Ouattara. Comment est-ce que M. Gbagbo et des membres de son entourage immédiat ont réagi? Le 18 mars, à la RTI, le porte-parole du gouvernement a lu un communiqué définitif dans lequel l'événement était complètement ignoré, mais en plus, l'accent a été mis sur les pertes au sein des rangs des FDS et appelé les Ivoiriens, et je cite, « et une plus grande collaboration entre les citoyens et les forces de défense et de sécurité afin que toutes les présences suspectes dans notre environnement soient neutralisées. » Le 22 mars, le porte-parole du gouvernement à la RTI a nié les crimes et a accusé les médias internationaux d'inventer de fausses informations. Il a même fait valoir ou avancé que le gouvernement avait donné l'ordre qu'une enquête soit diligentée et n'avait pas trouvé d'éléments de preuve de destruction provoquée par des tirs de mortier et qu'il n'avait pas non plus été trouvé de victimes de l'attaque. Donc, ils ont mené une enquête et ils n'ont rien trouvé. Le procureur vous montrera des éléments de preuve qui démontreront que ce jour-là, et que même jusqu'au jour d'aujourd'hui, on peut encore voir de façon très visible des impacts d'éclats d'obus sur les murs du marché de Siaka Kone et à Abobo SOS.
Toutes les victimes qui ont survécu continuent à souffrir des cicatrices physiques de leurs blessures. Et nous allons vous présenter ces éléments de preuve. Qui, une fois de plus, sera l'illustration de l'état d'esprit de l'accusé et sa pleine conscience du pouvoir et de l'influence qu'il avait sur ces jeunes. Et vous constaterez, je vous invite à le noter, qu'il parle des effets collatéraux. Les événements qui ont suivi illustrent que les efforts concertés par l'entourage immédiat pour donner à ces jeunes des armes étaient en fait l'expression d'une toute dernière tentative pour rester accrochés au pouvoir. Le 31 mars, les forces nouvelles, qui entre-temps en fait avaient été rebaptisées par M. Ouattara comme les forces républicaines de Côte d'Ivoire, qu'on connaît plus souvent sous l'acronyme FRCI, ces forces étaient venues du nord vers Abidjan, à pied. Et la bataille qui s'en est suivie est celle que l'on a baptisée la bataille d'Abidjan. À partir de ce moment-là, des rumeurs avançaient que Blé Goudé avait pris la fuite pour le Ghana. Et M. Gbagbo, entre-temps, s'était réfugié dans sa résidence. À 3 occasions au moins, en avril 2011, la RTI a lancé les vidéos et les messages de Blé Goudé sur antenne, encourageant les supporters et les partisans, en prétendant qu'il n'avait pas quitté le pays, mais qu'il était là où il devait être. Il encourageait les jeunes patriotes à renforcer les barrages routiers et à continuer à lutter à côté des FDS. Et en fait, dans les quelques jours qui ont précédé l'arrestation de M. Gbagbo, les autres membres de l'entourage immédiat et les membres des forces pro-Gbagbo ont utilisé la RTI pour que celle-ci relaye leurs instructions et leurs messages. Ils ont demandé à tous ceux qui étaient en mesure de le faire, même les civils, à se rendre auprès de M. Gbagbo dans sa résidence afin de servir de bouclier humain autour de cette résidence. Et d'ailleurs, les forces qui défendaient Gbagbo à l'époque et sa résidence étaient des milices et des mercenaires. Le 9 avril 2011, M. Gbagbo est dans sa résidence présidentielle et tous les membres qui étaient avec lui, de son entourage immédiat, ont émis un communiqué. Et je lis ici un extrait de ce message. M. Gbagbo exprime toute sa sympathie pour les souffrances subies du fait de Ouattara et de ses terroristes, et invitant les forces pro-Gbagbo à continuer le combat. Donc tout était prêt pour que les événements continuent à se dérouler tels que je vais vous l'expliquer. Le 11 avril, après le bombardement du palais présidentiel, les FRCI ont arrêté M. Gbagbo et les autres membres de son entourage immédiat qui avaient trouvé refuge dans son bunker souterrain. Quand on a répandu la nouvelle de l'arrestation de M. Gbagbo, les crimes ne se sont pas arrêtés pour autant. Le plan commun a continué. Les forces loyales à M. Gbagbo ont continué leur combat dans la commune de Yopungo. Yopungo, que nous voyons ici à l'écran, qui était une place forte. Ils ont aussi attaqué les autres communes perçues comme étant plutôt partisanes de Ouattara, Mami Faté par exemple. Et les attaques se fondaient sur des motifs nationaux, religieux, politiques et ethniques. Encore une fois, ceux qui habitaient ces quartiers-là. L'accusation prouvera qu'en ouvrant le feu par un tir de mortier sur un quartier à forte densité démographique et sachant que les mortiers, par définition, excluent toute discrimination des cibles, eh bien, les FDS cherchaient à tuer des civils à Abobo, c'est une évidence.
Revenons au message de M. Parole s'est prévalu le 18 mars, lançant un appel à une plus grande collaboration entre les Ivoiriens et les FDS, ainsi que toute présence suspecte dans notre environnement puisse être neutralisée. Fin de citation. Vous vous souviendrez que Blé Godet avait adressé à peu près le même message les 24 et 25 février, en proposant l'installation des barrages routiers et que des soi-disant supporters de Ouattara soient brûlés vifs en toute impunité et avec la complicité de surcroît des FDS. C'était le message à l'époque, et cette fois-ci, c'était le même message par le président lui-même, M. Gbagbo, qui lançait un appel à ses partisans, et y compris les jeunes, pour qu'ils agissent. Une fois de plus, Blé Godet était sur la ligne de front de cette stratégie de l'entourage immédiat. Le 19 mars 2011, il a rassemblé des milliers de jeunes et leur a appelé les a invités à s'enrôler dans l'armée afin que Gbagbo puisse rester au pouvoir. Blé Godet a pris la parole et un maître de cérémonie dans la foule a crié qu'il fallait libérer la Côte d'Ivoire de cette vermine, et ce, une fois pour toutes. Ce sont des paroles qui furent accueillies par des acclamations. C'était la foule qui acclamait. Devant l'estrade où était Blé Godet. Et Blé Godet, une fois qu'il est monté sur l'estrade, il a déclaré à la foule qu'à Abobo, les partisans de Gbagbo avaient été torturés, que leur gorge avait été tranchée par les hommes du Ouattara. C'est, disait-il, ce qui prouvait qu'ils n'étaient pas des Ivoiriens. Quand vous tranchez la gorge de quelqu'un, ça ne fait pas partie de notre culture. Alors on dit, vous n'êtes pas d'ici, parce que ce que vous faites montre que vous n'êtes pas d'ici. Le 21 mars 2011, suite à l'appel de Blé Godet, des milliers de jeunes pro-Gbagbo se sont retrouvés devant les casernes militaires à Abidjan pour s'enrôler dans l'armée. Et quand on voit les éléments de preuve dans les semaines qui ont suivi, il n'y a pas vraiment eu d'enrôlement. Mais par contre, les forces pro-Gbagbo et tous ces jeunes pro-Gbagbo ont reçu des armes à feu, et ont coopéré avec la milice, les militaires, les mercenaires, les troupes FDS. Et les officiers de la FDS ont organisé la distribution de ces armes de manière parallèle. C'est ce qui a d'ailleurs contribué à une poussée de violence par ces jeunes pro-Gbagbo dans les semaines qui ont suivi. Le 26 mars 2011, M. Blé Godet a organisé son dernier grand rassemblement. C'était place de la République, en lançant un appel aux jeunes pour qu'ils restent dans les rues. Et d'ailleurs, il y a des images, un enregistrement qui a été pris alors qu'ils se rendaient à ce rassemblement. Et on va vous en montrer un petit exemple et un petit extrait de l'ethnie Dioula, des gens du Nord. Et les forces pro-Gbagbo ont attaqué les civils qui étaient en rue. C'était aussi les jeunes pro-Gbagbo, les milices, les mercenaires. Ils les attaquaient à la machette ou à la kalachnikov pour des motifs parce qu'ils étaient Dioula ou tout simplement des gens du Nord, ou ils étaient simplement perçus comme des pro-Ouattara. À Mamifaté, on a identifié par exemple le cadavre de 18 hommes qui ont été identifiés parce qu'ils étaient de l'ethnie Dioula. Et ils provenaient tous de Mamifaté. Et le 12 avril, on entendait les milices pro-Gbagbo répéter qu'ils allaient tuer tous les Dioula qui trouvaient ce jour-là. Et on les voyait perpétrer ces crimes. Des femmes ont été violées. Parfois, c'était des viols collectifs. Et dans le quartier de Mamifaté, le témoin P185, qui à l'époque était mineur,
a été violée par 2 hommes pro-Gbagbo qui sont rentrés dans sa maison. Ces hommes ont emmené son père avec 2 autres hommes en annonçant qu'il allait le tuer. P185 n'a plus jamais revu son père. Et elle dit que les auteurs étaient prêts à tous les tuer. Et d'ailleurs, en français, il disait « C'est notre pays que vous voulez prendre ». D'autres femmes ont été violées devant leurs enfants. Ce jour-là, les forces pro-Gbagbo ont tué au moins 62 personnes, majoritairement des hommes, si pas uniquement, et violé au moins 8 femmes et blessé au moins 2 femmes. Et ça, ce sont des chiffres que j'avance, mais qui sont prudents. Et à l'écran, vous pouvez voir une image satellite de la mosquée de Lem à Doucouré. Et juste à côté, il y a une fosse commune où ont été enterrées les victimes de cette attaque. Quelques secondes. En fait, nous allons maintenant vous présenter des images vidéo de l'enterrement des cadavres dans cette fosse commune. Des images qui ont été filmées le 14 avril 2011. Vous verrez les cadavres recouverts de draps, enrobés et qui sont placés dans cette fosse commune. Il y a au moins 34 cadavres. Oui, aïe. Même pas giga, même si un méga. Je suis à peu près. These crimes committed on 12th of April Ces crimes commis le 12 avril n'étaient pas des actes isolés. Ces crimes sont le résultat des incitations à la haine et à la violence qui existaient depuis le début de la crise. Et c'est aussi le résultat d'avoir armé et financé les jeunes pro-Gbagbo, les milices et les mercenaires qui restaient loyaux à Gbagbo. Ces crimes étaient la continuation de la mise en œuvre du plan commun qui avait été conçu et développé, mis au point par les 2 accusés. Je vais maintenant arriver à la dernière partie de cette présentation sur les actes et les omissions de messieurs Gbagbo et Blégoudé, et invoquant ainsi leur responsabilité pénale pour ces crimes tels que repris dans les charges et en application des modes de responsabilité compris aux articles 25 et 28 du statut. Madame et messieurs les juges, le droit qui s'applique en l'occurrence sur les modes de responsabilité compris dans la décision confirmant les charges ont été également présentés dans ce mémoire préalable présenté par le procureur. Je vais d'abord me pencher sur la responsabilité de l'accusé, M. Laurent Gbagbo. Il est individuellement responsable des crimes dont il est inculpé en application de l'article 25.3, A, B et D et article 28. Ces modes de responsabilité, en fait, peuvent être considérés comme cumulatifs et s'additionnant les uns aux autres, puisque pour nous, M. Gbagbo est responsable de chacun de ces modes. Il n'y a pas de hiérarchie, certes, entre ces modes. Ceci étant, je vais malgré tout commencer par le mode de responsabilité qui embrasse le mieux l'implication de M. Gbagbo. Il s'agit ici de l'application de l'article 25.3a. Comme vous l'avez entendu, Mesdames, Messieurs les juges, il y avait un plan commun qui était partagé par les membres de l'entourage immédiat et les 2 accusés. Le plan commun cherchait à maintenir Laurent Gbagbo au pouvoir par tous les moyens possibles, et en ce compris l'utilisation de la violence et la commission des crimes allégués. Et le 27 novembre 2010, ce plan est devenu aussi une politique d'État avec des attaques systématiques et étendues contre toute personne qui était perçue comme partisane de Ouattara.
Afin de mettre en œuvre ce plan commun, Gbagbo ainsi que les autres membres de l'entourage immédiat ont utilisé une certaine structure organisée pour imposer leur pouvoir, composée des forces de pro-Gbagbo qui comprennent les FDS, les jeunes pro-Gbagbo, les milices et les mercenaires. Et Gbagbo a eu l'occasion d'exercer son autorité sur ces forces pro-Gbagbo, et ce par une chaîne de commandement officielle et une autre informelle. Quand je parle de cette chaîne de commandement informelle, je parle ici d'une structure parallèle dont je vous ai parlé précédemment. Et du fait de cette structure, les forces de M. Gbagbo, sous son autorité, ont exécuté le plan, et M. Gbagbo avait donc été capable de les faire agir. Alors, il y a 4 catégories ici de crimes que l'on peut retrouver. D'abord, M. Gbagbo a conçu et adopté le plan commun en s'assurant que son souhait de rester au pouvoir était très clairement énoncé. On gagne ou on gagne, entre guillemets. Et ça, c'est un des exemples de ses intentions. Ensuite, deuxièmement, M. Gbagbo a établi une structure militaire qui lui était loyale grâce à la promotion des officiers militaires juste la veille des élections, en désignant et en nommant les membres de son groupe ethnique ou à des postes clés dans l'armée, et particulièrement en concentrant les armes et l'équipement dans certaines unités militaires. Troisièmement, grâce à ses réunions régulières et ses briefings et ses instructions et les ordres donnés à ses subordonnés, il a coordonné. Quatrièmement, il a donné un appui à la milice et aux jeunes en leur donnant la formation, les armes et les moyens financiers. Significantly different way. Il est clair que sans la contribution de Gbagbo, les crimes n'auraient pas été commis ou auraient été commis de façon très différente. Les dépositions montreront que M. Gbagbo avait pour objectif